D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs des séminaires de l'IRSPUM de m'avoir invité. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir l'occasion de parler de ces recherches. Déjà, d'entrée de jeu, je vous dirais que j'ai un petit peu modifié le cadre de ma présentation et le titre, d'ailleurs, en performance et dépassement. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les smart drugs. Donc, smart drugs, en français, on pourrait traduire par amplificateur cognitif, qu'on pourrait définir globalement, mais vous allez voir que c'est assez complexe, mais qu'on pourrait définir comme des médicaments d'ordonnance et des substances psychoactives qu'on prendrait pour améliorer les performances cognitives. Donc, c'est un phénomène qui est assez intéressant, vous allez voir, et assez fascinant à regarder. En fin de semaine, pour préparer ma présentation, je suis allée sur le web, donc c'est très facile. Si vous tapez Smart Drug, vous allez tomber sur plein de choses assez intéressantes, des sites, comme entre autres ici un article d'un journal qui a été publié et qui concerne en fait l'histoire d'un financier de Wall Street qui, à un certain moment, s'est mis à prendre du modafinil. Alors, modafinil, c'est un médicament qui est commercialisé ici au Canada sous le titre, sous la marque Alertec et qui vise, dans le fond, l'indication principale, c'est la narcolepsie. Ça veut dire que c'est un médicament qui vise à finalement permettre aux gens de rester éveillés plus longtemps. En fait, la maladie, la narcolepsie, donc c'est des personnes qui dorment beaucoup, qui dorment trop finalement. Et en fait, ce que raconte cet article-là, c'est que ce financier de Wall Street qui faisait deux emplois en même temps, un de jour, un de nuit, s'est mis à prendre, dans le fond, du modafinil pour être plus efficace. Bon, il raconte son expérience, c'est assez intéressant. Bon, il décide, en bout de ligne, de laisser tomber. Mais donc, il y a plein de témoignages comme ça, en fait, sur Internet. Autre site vraiment intéressant qui s'appelle Smart Drugs Smarts. Donc, c'est des capsules vidéo sur les neurosciences en général et sur, justement, les médicaments ou les substances pour amplifier, dans le fond, son potentiel cognitif. Donc, ce phénomène, en fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais essayer de faire le point un peu sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et vous allez voir qu'on pense savoir beaucoup, finalement, on ne sait pas grand-chose. Et sur la façon dont on devrait conceptualiser, en tout cas d'un point de vue sociologique, ce phénomène-là. Et donc, alors déjà un peu pour vous situer, les smart drugs, en fait, les principales, en fait, auxquelles on renvoie, ce sont d'abord les amphétamines, qui ont une histoire qui est très, très longue. Les amphétamines, ça existe depuis les années 30. Il y a un historien qui s'appelle Nicolas Rasmussen qui a fait à partir d'un ouvrage qui s'appelle Unspeed, qui a fait, en fait, une histoire de la consommation des amphétamines, passage de médicaments à drogue illégale à médicaments. C'est super intéressant. Et donc les amphétamines d'exédrine, Adderall, qui sont prescrites pour le traitement, entre autres, du TDAH, c'est-à-dire du trouble de déficit de l'attention, sont parmi ce qu'on identifie un peu comme des smart drugs. Il y a tous les médicaments contre la maladie d'Alzheimer, donc qui, en principe, devraient rehausser finalement la mémoire, entre autres Aricept, etc., qui sont aussi utilisés comme smart drugs. Évidemment, le méthylphénidate que tout le monde connaît, Ritalin, Concerta, qui vise le traitement du TDAH aussi. Et finalement, le modafinil dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle ici au Canada commercialisé sous le nom de Alertec, donc qui vise la narcolepsie, mais qui en fait serait utilisé aussi comme smart drugs. Donc, dans un premier temps, une citation que je trouvais assez intéressante d'un étudiant qui a été interviewé par le New York comme un journal et qui dit « Once you break the seal on using pills or any of that stuff, it's not scary anymore. Essentially, when you're getting A's, c'est-à-dire une fois qu'on franchit le cap, dans le fond, après, c'est plus inquiétant, surtout si on obtient des bonnes notes. » Donc, alors, en fait, il y a tout un ensemble d'études qui existent. Il y a des études qui sont plus dans la perspective des toxicomanies, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais qui essaient finalement de cerner la prévalence de ce phénomène d'utilisation de
de médicaments qu'on appelle les smart drugs. Et il y a aussi tout un corpus d'études et de réflexions au niveau bioéthique sur le phénomène lui-même aussi. Donc, je vais commencer un peu par ça pour ensuite, comme je vous disais, parler un peu de la recherche qui est en cours actuellement, de la recherche que je conduis actuellement, et ce vers quoi j'aimerais que ça nous amène. Donc, l'usage des médicaments de prescription à des fins non médicales, ce que certaines études nous disent, c'est que c'est un phénomène qui est vraiment en hausse. On parle d'une hausse de plus de 500 % depuis 1992, mais encore, les statistiques, il faut les prendre avec un certain recul, je dirais. Ce qu'on nous dit, c'est aussi que les médicaments d'ordonnance, donc qui requièrent une prescription, dans le fond, pour être utilisés, sont la deuxième, en fait, le deuxième type de substances qui sont utilisées par les jeunes, et en particulier par les jeunes étudiants, de manière illicite, donc de manière non médicale. Donc, ce serait une consommation qui est relativement importante. Des chiffres sur la prévalence de l'usage. Bon, là, on se rend compte à quel point il y a de limites, finalement, au niveau des études plus quantitatives parce que les chiffres varient énormément. Donc, on parle de entre 5 et 35 % donc d'étudiants, selon certaines différentes enquêtes, qui auraient déclaré avoir utilisé des médicaments d'ordonnance à des fins non médicales au cours de la dernière année de l'enquête. En ce qui concerne plus spécifiquement les smart drugs, parce que ce que je vous disais, là, ça concernait l'ensemble des médicaments qui sont utilisés à des fins non médicales, ça veut dire les anxiolytiques, ça peut être des somnifères, ça peut être des analgésiques, etc., etc. Mais si on regarde seulement ce que j'ai identifié là, comme des smart drugs, il y a des études qui disent qu'il y aurait entre 16 et 25 % des étudiants sur les campus américains qui auraient éventuellement consommé des smart drugs. Mais là encore, il faut être très, très prudent parce qu'il y a d'autres études qui disent que c'est pas plus de 10 % ou c'est 8 % et on voit qu'il y a des variations énormes au niveau des résultats des enquêtes quantitatives. Ce qu'on sait, par contre, bon, il y a une étude, entre autres, qui est intéressante et qui disait qu'il y aurait jusqu'à 20 % des étudiants en médecine sur un campus américain qui auraient utilisé donc des smart drugs. Au niveau de la fréquence d'usage, et là, vous allez voir que c'est important pour tout à l'heure, au niveau de la fréquence d'usage, ce qu'on constate, c'est que dans le fond, parmi tous ces étudiants qui disent avoir utilisé des smart drugs, il y aurait une proportion relativement importante d'étudiants qui sont finalement des utilisateurs occasionnels ou de faible intensité, si on peut dire, c'est-à-dire qui auraient soit expérimenté les smart drugs une fois ou deux dans leur vie ou qui les utiliseraient d'une façon, finalement, 1 à 3 fois par mois. Ce qui diffère considérablement, en fait, des profils de toxicomanie, d'addiction, etc. Bon, c'est quoi le problème en question? Évidemment, c'est quoi le problème des smart drugs? La façon dont ça a été posé, depuis une dizaine d'années, il y a un intérêt grandissant, bien sûr, dans le domaine académique, comme dans l'ensemble de la société par rapport à ce phénomène-là. Comme vous avez constaté, c'est très difficile de cerner, finalement, l'ampleur du phénomène. Les études sont assez diversifiées à ce niveau-là. Mais par plusieurs experts, c'est un phénomène qui est considéré comme irréversible, en fait. Et donc, la question qui se posait, ça s'est beaucoup posé au niveau éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un phénomène qui est irréversible, si on ne peut pas l'empêcher, est-ce qu'on peut le contenir? Est-ce qu'on peut le réglementer et est-ce qu'on peut le faire passer dans la sphère légale plutôt que de l'avoir comme un phénomène hors de contrôle? Il y a eu toutes sortes de réflexions, évidemment, qui ont fait le parallèle entre le dopage sportif et le dopage intellectuel. Est-ce qu'on parle vraiment de dopage? Est-ce que c'est plus acceptable quand on parle des muscles du cerveau plutôt que des muscles du reste du corps? D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a de muscles dans le cerveau, je l'ai dit, mais bon. Donc, et puis, si on l'encadre, donc légalement, est-ce qu'on n'est pas en train de cautionner finalement un usage médical, un usage non médical finalement, mais permis ou cautionné par les médecins eux-mêmes, par la prescription médicale? Donc, problème quand même qui a suscité tout un débat éthique. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse pour vous dire, je ne suis pas éthicienne, je ne suis pas bioéthicienne, mais on ne peut pas faire l'impasse donc sur ce débat éthique pour ensuite réfléchir à la question.
Donc, je vais vous résumer, mais là, d'une façon un peu grossière, finalement, les paramètres de ce débat-là, qui a éclaté tranquillement au début qui a émergé tranquillement au début des années 2000, mais qui a vraiment éclaté en 2008, 2009 et 10 et après. Donc, et qui portait, entre autres, sur les enjeux normatifs et moraux que soulève la question des smart drugs. Bon, on a parlé de tricherie, de dopage, comme je disais, et qui réfléchissait ou qui voulait aussi réfléchir à la distinction épistémologique entre traitement et puis entre ce qu'on appelle en anglais enhancement, c'est-à-dire amplification, finalement, du potentiel. Et là, donc, d'un côté, les partisans, parce que dans ce champ de la bioéthique, il y a quand même un courant qui est plus néolibéral, et donc qui avait d'une certaine façon ses partisans, et de l'autre côté, donc, des opposants à la question des smart drugs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les uns et les autres, en fait, se fondent sur les mêmes grands principes pour défendre leur point de vue. Donc, du côté des partisans, la question de la bienfaisance, finalement, non malfaisance pour l'ensemble de la société, leur argument était de dire, en fait, ça peut éventuellement être un phénomène qui pourrait améliorer, en réalité, l'ensemble de la société si des individus étaient finalement plus intelligents ou si le potentiel intellectuel d'une collectivité pouvait être rehaussé. Alors, contrairement à ce qui se passe au niveau dans le champ sportif et au niveau du dopage, qui, dans le fond, ne profiterait qu'à certains individus, il y a des bioéthiciens qui disaient, mais oui, mais là, ça profiterait à l'ensemble de la société. Bon, point de vue. L'autre élément, c'était de dire, évidemment, qui est majeur, c'est de dire, bien, si on ne peut pas justement l'empêcher, il faut le contrôler. Et mieux vaut donc vraiment circonscrire tous les paramètres. Au niveau de ce qu'on appelle, ce qui serait peut-être de l'ordre de l'équité et la justice, ces partisans, finalement, des smart drugs disaient, bien, en fait, si on ouvre l'accès à tout le monde, on permet, dans le fond, justement, un certain nivellement puis une certaine égalité, finalement, des chances d'avoir accès à ces médicaments-là. Finalement, au niveau de l'autonomie, dans une société néolibérale, le libre choix, c'est important. Les gens doivent pouvoir avoir le droit de s'améliorer s'ils veulent, peu importe les moyens de le faire. Du côté, donc, des opposants, en fait, au niveau de la bienfaisance et tout, bon, ce qu'on invoque, c'est le fait que les études, il n'y a pas beaucoup d'évidence, ou il y a des études assez contradictoires sur l'efficacité réelle, dans le fond, de ces médicaments-là, pour un usage non médical, et que, par contre, il y a des évidences de plus en plus importantes sur les dangers, en fait, sur l'absence d'innocuité, finalement, de ces médicaments-là. Donc, pour le bien-être de l'ensemble de la société, ce serait comme discutable. Au niveau de la question de l'éthique, pas de l'éthique, mais de l'équité, en fait, et de la justice, ce que ces opposants-là disent, c'est que on ne pourra jamais niveler les chances de succès, finalement, dans une société où, en fait, le capital culturel, social des individus, leur milieu socio-économique et leur potentiel intellectuel va rester inégal à la base. Donc, on ne va pas pouvoir niveler ça et donner les mêmes chances de succès à tout le monde. Et que finalement, au niveau de l'autonomie, il y a un danger de coercition, finalement, dans la mesure où si tout le monde en prend, il va falloir en prendre, parce que sinon, si jamais les médicaments ont une réelle efficacité, on va traîner de la patte par rapport aux autres. Donc, ce débat-là, c'est résumé d'une façon très, très grossière, a eu cours et continue à avoir cours, dans le fond, dans le milieu de la bioéthique. Et donc, il y a comme deux grands champs, finalement, qui ont vraiment plus creusé cette question des smart drugs. D'un côté, je l'ai évoqué rapidement, le champ, finalement, d'études sur les toxicomanies, et de l'autre côté, le champ d'études plus en bioéthique. Et donc, avant de développer sur mon cadre spécifique de recherche et l'orientation plus sociologique que je voudrais y donner, je vous parle des limites donc existantes. Alors, du côté des études en toxicomanie, je pense que la principale limite, ou ce qu'on pourrait, je dirais, un des biais qu'on pourrait reprocher finalement à ces études-là, c'est de prendre pour acquis que la consommation non médicale de ces smart drugs s'inscrit dans une consommation non médicale de toutes sortes de médicaments et éventuellement dans un processus de toxicomanie. Donc, ce seraient des gens qui, de toute façon, prennent toutes sortes de substances illicites,
que ce soit parce que ce sont des médicaments qui ne leur ont pas été prescrits ou que ce soit parce que ce sont d'autres types de drogues. Et à ce moment-là, il y a quand même un biais parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même certaines études qui montrent que les caractéristiques éventuellement d'une partie des gens qui prendraient des smart drugs ne sont pas du tout des caractéristiques de toxicomanie, de compulsion, de dépendance, etc. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai souligné tout à l'heure, aussi les limites de ces études-là, qui sont essentiellement des études plus quantitatives, c'est que, par exemple, on fait des questionnaires, mais qui ne sont pas facilement comparables les uns par rapport aux autres. Dans certaines études, on demande aux personnes, aux participants, combien de fois dans votre vie avez-vous consommé ou combien de fois au cours de la dernière année ou dernier mois, etc. Et donc, ça devient extrêmement difficile, dans le fond, d'avoir des méta-analyses qui vont permettre de vraiment saisir la prévalence du phénomène. Du côté des études qui s'inspirent plus de la bioéthique, finalement, le biais, bon, les études absolument indispensables, j'en conviens, mais le biais, c'est plutôt d'envisager le phénomène sous l'angle des enjeux moraux et puis de la perception du risque par rapport à ces pratiques-là. Et donc, de suggérer d'une certaine façon que ces enjeux moraux-là sont des déterminants principaux de l'usage ou non de ces médicaments-là. Donc, il y a un auteur, Sattler, entre autres, qui a publié beaucoup récemment et qui appréhende le phénomène sous cet angle-là. Donc, les enjeux moraux seraient ce qui va faire que certains vont en prendre, certains n'en prendront pas. Par contre, il y a quelques études qualitatives extrêmement intéressantes, dont celle de Santis, qui, après avoir interviewé, dans le fond, des étudiants qui en consomment, en viennent à proposer que, dans le fond, il y a une banalisation très importante du phénomène et que pour beaucoup d'étudiants, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de presque normal, en guillemets. Ça ferait partie à la limite d'une culture universitaire. Donc, qu'en est-il réellement? C'est un peu ce qu'il faut cerner aussi. Finalement, les limites existantes de ces études, à la fois sur les toxicomanies, à la fois dans un angle bioéthique, c'est de surtout considérer, dans le fond, l'usage non médical de ces substances-là, alors que dans tout le paysage, et s'il faut contextualiser le phénomène, par exemple, d'utilisation dans le contexte universitaire, il faut prendre en compte le fait qu'il y a une augmentation importante des diagnostics de problèmes de santé mentale chez les étudiants sur les campus. Il y a des études américaines, il y a des études un petit peu canadiennes et britanniques aussi, qui montrent que, par exemple, la prévalence des diagnostics de TDAH augmente, de dépression, d'anxiété, etc., augmente. Et donc, il y a une circulation de médicaments psychotropes qui est par le fait même de plus en plus importante. Et ça nous interpelle sur la frontière floue, comme on va voir tout à l'heure, entre usage médical et non médical. Donc, le projet de recherche qui est en cours, et dont je vais vous parler du cadre finalement conceptuel dans les prochaines, d'ici la fin de ma présentation, a été financé par l'IRSPUM, par le programme Nouvelle Initiative. Et donc, c'est précieux. Vu les difficultés de financement par les grands organismes subventionnaires, c'est extrêmement précieux de pouvoir le faire. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est d'une part, on va incessamment lancer un questionnaire en ligne auprès des étudiants à l'Université de Montréal dans certains domaines d'études, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer. Tous les domaines d'études ne sont pas les mêmes au niveau de la pression, la performance, etc. Donc, lancer un questionnaire en ligne qui va nous permettre, d'une certaine façon, en partie, de cerner justement la prévalence des usages, à la fois donc la consommation de médicaments psychotropes et d'autres substances psychoactives. D'une part, donc, de décloisonner les perspectives entre médicaments psychotropes et autres substances psychoactives, mais aussi entre usages médicaux et non médicaux. Donc, on va savoir un peu plus aussi sur les étudiants qui ont des prescriptions, en fait, de médicaments psychotropes. On va utiliser une définition large du concept de smart drug, c'est-à-dire qu'on dit, finalement, ces substances psychoactives qui aident à la performance intellectuelle et on va demander donc aux participants à l'enquête de définir parmi les substances qu'ils prennent celles qu'ils considèrent être donc des smart drugs.
On va cerner plus les usages réguliers aussi, puis finalement organiser des focus group et des entretiens individuels, donc avec des consommateurs plus réguliers, non pas des personnes qui ont expérimenté 1 ou 2 fois dans leur vie le phénomène. Tout ça pour permettre de vraiment contextualiser, en fait, le phénomène, puis un peu se dégager, justement, des enjeux normatifs pour vraiment comprendre qu'est-ce qui sous-tend ça. Dans les prochaines diapos, je vais me servir, en fait, d'une étude très préliminaire qu'on avait faite. On a fait des focus group et quelques entretiens individuels avec des étudiants, justement, à l'université dans différents domaines, mais sur leur conception du corps de la santé et des médicaments. Et à travers ça, entre autres, des médicaments, des smart drugs éventuellement. Donc, le cadre conceptuel qu'on utilise dans cette étude, bon, il y a des concepts qui sont absolument majeurs. Celui de biosocialité. Donc, biosocialité, il y a un anthropologue qui s'appelle Rabinov, Paul Rabinov, qui, dans les années 90, a vraiment, je dirais, lancé ce concept-là. Qu'est-ce qu'on entend par là? Dans le fond, biosocialité, c'est le façonnement des identités collectives autour des maladies ou des attributs physiques ou génétiques des individus. Évidemment, avec l'expansion des réseaux sociaux, avec Internet, avec donc toutes ces nouvelles technologies-là, on a vraiment, on assiste à un nouveau genre de façon d'être au monde et de façon de se définir individuellement ou collectivement, comme ayant, par exemple, une maladie, l'Alzheimer ou autre chose, et participant, par exemple, à des groupes de discussion sur Internet par rapport à cette maladie-là ou par rapport à un gène, si on est porteur d'un gène, d'une maladie quelconque, etc. C'est vraiment un phénomène très, très large. Ce que nous on propose de faire, dans le fond, c'est de parler de biosocialité, de biosocialisation autour des expériences de consommation de médicaments, dans le fond, et non pas seulement autour d'une identité commune comme malade. Et donc, expérience commune d'usage de médicaments comme une nouvelle forme de socialité, puis façonnement des identités à travers le positionnement, par exemple, face à la question des smart drugs de la part des étudiants. Donc, je pense qu'il faut explorer cette dimension-là et envisager que le médicament peut redéfinir finalement une façon d'être, en fait, par rapport à son environnement d'études, par rapport, en fait, à tout son monde, qui soit en conformité ou non avec les normes sociales dominantes. Donc, biosocialisation qui découle de biosocialité, dans le fond, je pense que ce qu'il faut poser comme question, c'est qu'est-ce qui structure au niveau de la socialisation les usages des smart drugs? Est-ce que c'est des domaines d'études communs? Est-ce que c'est des caractéristiques socio-économiques communes? En fait, l'ensemble de ces facteurs, je pense, des expériences communes de consommation de substances psychoactives, des formes de socialisation, des réseaux sociaux, des représentations positives ou ouvertes, finalement, à l'idée d'une culture académique qui encourage la performance. Tu sais, qu'est-ce qui joue dans tout ça, dans ces processus de socialisation, et comment ça peut nous aider à comprendre, finalement, le phénomène des smart drugs? L'autre élément, c'est celui de la frontière entre normal et pathologique. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a cette frontière-là entre normal et pathologique, puis entre médical, usage médical et non médical, elle est très floue ou perméable, si on veut. Et ça, c'est lié à probablement un ensemble de facteurs. Et donc, par exemple, le fait que c'est difficile, en fait, de diagnostiquer plusieurs problèmes de santé mentale, dont le trouble de déficit de l'attention, en fait. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a un certain nombre de critères, mais bon, c'est des critères qui, relativement, peuvent être flous jusqu'à un certain point. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les entretiens, donc les focus group qu'on a fait très, très exploratoires, on a des étudiants, une entre autres, qui dit, bon, mais c'est influencé parce que tu dis à la madame. Parce que même la psy, quand je suis comme toute énervée, puis que je vais la voir, puis que je parle vite, juste parce que j'ai couru en m'en venant, elle fait pas trop la distinction, est-ce que je suis tout le temps comme ça ou pas? Tu sais, il y a
il y a vraiment cette difficulté-là de diagnostic qui est pas propre non plus juste au milieu académique, mais qui fait en sorte qu'il y a un diagnostic ou une hausse, peut-être en partie, qui explique en partie une hausse des diagnostics de TDAH qui ont littéralement explosé, en fait, depuis les années 90, mais de TDAH chez les adultes, parce qu'avant, on diagnostiquait surtout chez les enfants. Maintenant, on diagnostique de plus en plus chez les adultes aussi. Et donc, il y a un flou vraiment au niveau du diagnostic lui-même. Mais ce que certaines études qualitatives, encore une fois, ont montré, en fait, c'est que les étudiants, en particulier, avaient finalement certaines interrogations par rapport finalement aux médecins et au personnel de santé et à leur crédulité d'une certaine façon. Alors, il y a plusieurs études qui font état du fait qu'il y a des étudiants qui finalement feignent certains symptômes pour obtenir des médicaments. Et puis donc, mais comme moi, qui a pu avoir des clonazepam, c'est des anxiolytiques. Tu sais, je veux dire, tu peux acter. Puis je suis vraiment en train de me demander si j'y retournais, puis que j'irais acter quelque chose d'autre, qu'est-ce qui se passerait? Bon, là, évidemment, on est devant surtout des études qualitatives et il faut prendre ça avec une certaine nuance. Mais le principe en qualitatif, c'est que si ça existe, peu importe la prévalence de ce phénomène-là, ben il faut le creuser quand même. Donc, cette frontière entre médical et non médical, elle joue aussi, donc cette perméabilité-là existe aussi parce que en fait, si on peut penser qu'il y a un usage de psychostimulants qui est pas un phénomène nouveau en soi, ce qui est peut-être nouveau, en fait, c'est l'ampleur de la circulation de ces médicaments-là, finalement, sur les campus. Entre les jeunes qui ont été diagnostiqués avec des TDAH quand ils étaient enfants, puis dans les années 90 ou tout ça, puis qui maintenant sont des adultes, et puis les autres qui se font diagnostiquer en cours de route, il y a une circulation de médicaments qui sont plus faciles d'accès d'une certaine façon. Et c'est pas un marché noir, parce qu'en fait, apparemment, ça coûte pas super cher là, en avoir. Mais en fait, ce que certaines études ont montré, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de ces étudiants diagnostiqués avec le TDAH, qui n'ont pas envie d'en prendre tout le temps parce que, justement, ils ne veulent pas se définir par rapport à cette substance. Et donc, par exemple, ils n'en prennent pas les fins de semaine. Et donc, au bout du mois, finalement, ils ont une petite réserve, finalement, de médicaments. Puis comme la demande est forte, eh bien, je veux dire, ils les distribuent ou ils les vendent, ou etc. Et que donc, une partie, dans le fond, de cette circulation serait liée d'une façon indirecte à une prescription de médicaments psychotropes. L'autre élément, c'est que cette frontière floue entre médical et non médical, c'est un usage, il y aurait un usage stratégique, en fait, à la limite non médical, mais par des personnes qui ont un diagnostic de TDAH et qui prennent, en fait, ces médicaments-là. Et la citation, par exemple, je sais que j'ai un examen qui va durer 3 heures. Je sais qu'au bout de 2 heures, mon médicament ne fonctionnera plus. Donc, je m'arrange pour le prendre à la 2e heure pour être sûr qu'à la 3e heure, je vais avoir un maximum d'effet. Donc, cette frontière-là entre usage médical et non médical n'est pas si claire que ça dans ce contexte-là. Finalement, dernier élément, ce que j'ai appelé Body Project, difficile à traduire, ethos de la performance. En fait, cette dimension-là, je pense qu'il faut vraiment la considérer et puis la questionner. Alors, Body Project, en fait, on parle d'un ensemble de micro-manipulations. Donc, il y a des sociologues, il y a Nicholas Rose et puis Adele Clark, entre autres, qui, chacun de leur côté, parlent, non pas seulement, pas dans le contexte nécessairement des smart drugs, mais de façon beaucoup plus large dans les sociétés occidentales contemporaines, de la presque nécessité des individus à s'auto-optimiser. Donc, à élaborer des stratégies individuelles, personnelles pour être à son maximum, à tous les niveaux, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, etc., et à repousser finalement les limites
de son potentiel. On est dans des sociétés comme ça. Et ce concept-là s'applique bien aussi, évidemment, à la question des smart drugs. Et on l'a vu à travers cette petite étude préliminaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des étudiants. Bon, c'est sûr que autant pour les consommateurs que pour les non-consommateurs, la question de la performance, elle est assez incontournable et fondamentale dans le milieu académique, on le sait, tous et toutes. Et donc, il y a des étudiants pour qui la performance, ça passe évidemment par la santé, par le corps, etc. Et donc, ça passe par une hygiène de vie, entre guillemets, quasi irréprochable, c'est-à-dire justement pour contrôler son corps, sa santé et donc sa capacité à performer, c'est de faire attention à son alimentation, à son sommeil, de faire du sport, d'être discipliné, etc. Et donc, il y a quand même une partie importante des étudiants pour qui c'est ça la clé du contrôle finalement du corps. Le Body Project serait de ne pas prendre de médicaments de toutes les façons possibles et imaginables, d'éviter d'en prendre. Alors que pour d'autres, en fait, c'est le contraire. C'est l'usage du médicament qui permettrait, dans le fond, de faire ces micro-manipulations et d'arriver à finalement mettre son corps au repos, donc à le faire dormir quand il faut, à induire le sommeil quand il faut, à supprimer le besoin de dormir quand il faut, à le stimuler, l'intellect ou le physique quand il faut, etc. Et donc, c'est à induire la détente quand il faut se détendre pour être capable de mieux performer après. Il y a tout cet univers-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que un étudiant dans un des focus group qu'on a fait qui disait « C'est la même affaire, tu sais, des fois, j'ai comme une semaine pour étudier, puis quand il me reste 48 heures, là, j'ai mon café, 3 cafés, j'ai des wake-up pills, puis des energy drinks, parce que, dans le fond, on peut les considérer éventuellement comme des smart drugs aussi. Là, j'en ai 2, 3, puis ça fait que je dors pas pendant 48 heures, puis je vais faire mes examens, j'ai pas dormi pendant 48 heures, et puis bon, c'est comme ça. Tu sais, on fait vraiment, on module finalement son corps. Et quelqu'un d'autre qui dit, ben les gens qui en ont pris, et là, il fait directement allusion à des gens qui prennent finalement des smart drugs, c'est-à-dire des médicaments d'ordonnance à des fins non médicales, qui dit, dans la logique des choses, à un moment donné, tu as un down, ben là, ils disent, ces gens-là qui en prennent, c'est pas pire. C'est comme si, eux, ils voulaient avoir un high à tout prix pour pouvoir étudier et pour pouvoir rester réveillés pendant de longues heures. Et c'est correct, en fait, ils assument le fait qu'après, il va y avoir un down et que donc, on va moduler, dans le fond, ces états corporels en fonction de la performance. Donc, cet état de la performance, il est vraiment absolument incontournable dans le milieu académique et probablement dans bien d'autres milieux aussi. Et donc, encore une citation, donc c'est toujours, et ça c'est une étudiante qui était au doctorat, j'arrêtais jamais, je faisais rien d'autre de ma vie que d'essayer de finir mon doc, mais ça marche pas. Bref, finalement, je me dis, le système c'est comme ça, boulimique, il va falloir que moi-même j'arrive à... C'est à nous de résister. Donc, vraiment, une espèce de questionnement à ce niveau-là. Et quelqu'un d'autre qui ouvre la porte, finalement, d'une façon vraiment intéressante sur ce qu'il faut explorer aussi au niveau de la recherche. Et qui dit, bien, je pense que les gens se disent, « Oh, je vais prendre le Ritalin juste le temps de mes études. Puis, quand je vais rentrer sur le marché du travail, ça sera fait, je vais arrêter, je vais avoir une vie saine. » Tu sais, c'est comme la pensée magique, là. Je fais ça maintenant, mais après, quand je vais atteindre mon objectif d'avoir mon diplôme, ben je vais arrêter, puis je vais avoir une vie saine, etc. Je vais faire attention à ce que je mange, je vais avoir une vie équilibrée, etc. Et ça ouvre toute la porte sur qu'est-ce qui se passe dans les milieux de travail aussi et dans certains milieux de travail, en fait. Et est-ce que vraiment les utilisateurs, au niveau les étudiants utilisateurs, arrêtent d'utiliser ces médicaments-là une fois les étapes cruciales de la diplomation passées? Donc, finalement, et je vais terminer dans quelques minutes. Donc, les smart drugs, d'une part, ça peut signifier repousser les limites pour les individus. Donc, ça implique des corps instrumentalisés,
Mais ce que je pense qu'il faut envisager, puis ce qui va peut-être à l'encontre de plusieurs études qui ont une orientation plus bioéthique, c'est dire, et aussi d'études qui ont une orientation plus autour des toxicomanies, c'est dire, est-ce que les consommateurs de smart drugs et les étudiants consommateurs de smart drugs sont vraiment des marginaux, des toxicomanes, des gens qui rejettent la norme ou les normes dominantes, ou est-ce que c'est pas, à l'inverse, des gens qui ont tellement intériorisé justement les normes dominantes de performance et de productivité néolibérale qui finalement prennent ces médicaments-là pour être encore plus dans la norme plutôt que d'être à la périphérie. Donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, sur lequel il faut se questionner. Et l'autre élément sur lequel je vais conclure, c'est qu'au-delà du désir des individus, donc de se dépasser pour mieux performer, il y a éventuellement peut-être un phénomène plus large qui est celui, par exemple, de la pharmaceuticalisation. Donc, la pharmaceuticalisation, on a parlé pendant des années, des décennies de médicalisation. Maintenant, on parle beaucoup de pharmaceuticalisation pour désigner cet usage large et bien au-delà de la sphère médicale de médicaments. Donc, le médicament est au centre de la vie des individus de la naissance pratiquement jusqu'à la mort maintenant dans les sociétés occidentales contemporaines. Et donc, le terme de pharmaceuticalisation vise à capter plus cet usage non médical, mais et pour d'autres, donc usage non médical et au-delà de la sphère thérapeutique, donc des médicaments. Et ce sur quoi il faut se questionner, c'est sur finalement les dimensions plus sociétales de ce phénomène-là et comment, dans le fond, les smart drugs participeraient en fait de ce phénomène-là. Il y a des arguments, il y a quelques études qui ont porté sur, par exemple, l'utilisation ou, comment dire, la propension dans certains milieux de travail ou d'activité à utiliser, entre autres, par exemple, le modafinil pour préserver la vigilance, en fait, des individus. Par exemple, dans l'armée, il y a plusieurs articles récents qui parlent du modafinil et du fait que c'est encore plus efficace que les amphétamines qu'on prenait avant pour faire en sorte que, par exemple, un pilote d'aviation va pouvoir rester 48 ou 72 heures sans dormir et demeurer vigilant. Et il y a certainement d'autres milieux de travail où, enfin, un peu d'une façon sous-jacente, on suggère, dans le fond, l'utilisation de ces médicaments-là pour être plus vigilant plus longtemps et donc plus productif aussi. Et ça rend l'usage de ces médicaments-là non seulement accessible, mais peut-être éventuellement nécessaire dans certains secteurs et dans certains contextes. Et je pense qu'il faut questionner, en fait, ces dimensions-là. Et là, on voit que il y a un point qui est un peu similaire à un des arguments au niveau de la bioéthique par rapport aux bienfaits pour l'ensemble de la société d'utiliser ou d'obliger, peut-être pas d'obliger, mais de permettre l'utilisation de médicaments pour repousser les limites. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie.